Bonjour à tous, je suis le docteur Hardy, je travaille à la clinique du sport à Paris et je remercie les organisateurs de m'avoir confié ce topo sur le premier épisode d'instabilité d'épaule, plus spécifiquement chez le rugbyman. Vous le savez, l'instabilité d'épaule est un problème de santé publique, c'est l'articulation la plus instable du corps humain et la survenue donc, de ces luxations d'épaule est élevée chez les rugbyman avec une fréquence plus élevée pendant les compétitions, un autre ratio à 4,5 et plus spécifiquement des subluxations. C'est la deuxième blessure après le ligament croisé chez le rugbyman avec un taux d'absence, vous voyez, induit assez élevé, avec 10% de fin de saison pour l'athlète s'étant luxé l'épaule. Néanmoins, dans les séries, et on peut se poser la question un petit peu de ces chiffres, le retour au sport en moyenne s'effectuait 18 jours après un épisode de luxation s'il était traité conservativement. Les mécanismes sont assez bien codifiés avec cette belle analyse qui analysait du coup les principaux mécanismes de luxation ou subluxation d'épaule, avec l'apparition d'un nouveau mécanisme, vous voyez c'est le petit D, appelé la blessure du braconnier, donc c'est le fait que les joueurs soient désormais obligés de se tenir debout pour contester la balle, et donc ça a fait sur ces épisodes de déblayage avec les bras de la personne qui conteste qui sont tendus devant lui, des épisodes de luxation antérieure et inférieure assez. Un petit point d'anatomie, donc je crois que Jean-David vous en a déjà parlé. Globalement, bien différencier les stabilisateurs actifs qui jouent un rôle dans l'arc moyen des mouvements, que sont la coiffe des rotateurs, le deltoïde et les muscles scapulo-thoraciques, et les stabilisateurs passifs qui sont donc les ligaments gléno-huméraux et plus spécifiquement le ligament gléno-huméral inférieur, la capsule, le labrum et la glène. Donc dans le cadre de l'apparition d'une luxation chez un de vos joueurs, la première question que vous allez vous poser, c'est est-ce qu'il faut réduire l'épaule sur le terrain ou pas? Il n'existe pas de guidelines clairs sur le sujet. Je vous encourage à réduire les patients éventuellement qui se sont déjà luxés l'épaule, ou bien si vous n'avez pas accès à une structure de soins proche. Ce qu'on sait par contre au niveau scientifique, c'est que plus tôt vous réduisez, moins vous aurez de déficit musculaire, et plus tôt vous réduisez, moins vous aurez de lésions neurologiques. Ensuite, il faudra s'attacher à définir exactement le type d'instabilité, avec différencier la luxation de la subluxation et du dead arm syndrome, bien décrire le mécanisme et rechercher les complications, en priorité le nerf axillaire qui peut être lésé et qui joue un rôle dans la sensibilité du moignon de l'épaule et la contraction du deltoïde. Pour réduire l'épaule, soit vous faites ça sur le terrain, sinon vous pouvez avoir recours au méthoxyflurane qui a montré la même efficacité que le propofol pour la relaxation et l'efficacité de la réduction, avec néanmoins une meilleure récupération des patients. Une fois l'épaule réduite, il faudra réaliser un bilan radiographique avec des radiographies standards et surtout, aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu déraisonnable de s'en passer. Une imagerie en coupe, plus ou moins injectée, IRM scanner, plus ou moins arthro-IRM, plus ou moins arthroscanner, principalement pour dépister les lésions associées qui, vous voyez, sont fréquentes. Dès le premier épisode de luxation, on retrouvera jusqu'à 95% de lésions de Bankart, qui correspond à un décollement du bourrelet glénoïdien au bord antéro-inférieur, ou bien une lésion osseuse en miroir à la face postéro-supérieure de la tête humérale ou au bord antéro-inférieur de la glène qui pourrait être retrouvée en fonction des séries entre 87 et 90% des cas dès le premier épisode de luxation. Ensuite, pour bien analyser vos athlètes, il faudra rechercher des facteurs de risque de récidive. Ces facteurs, on les classifiera comme les facteurs extrinsèques et les facteurs intrinsèques. Concernant les facteurs extrinsèques, on va avoir le sexe masculin, l'âge jeune, inférieur à 15 voire 20 ans, le type et le niveau de sport. Vous êtes plus à risque si vous êtes compétiteur, vous êtes plus à risque si vous faites un sport de contact. Enfin, la rééducation est également un facteur de risque de récidive. Si on a un déséquilibre entre les rotateurs externes et les rotateurs internes, ou bien une épaule raide, ça peut apparaître comme un facteur de risque secondaire de récidive. Concernant maintenant les facteurs intrinsèques, on en a parlé, on va rechercher une lésion labrale au niveau du bord antéro-inférieur de la glène qui va entraîner une translation antéro-inférieure de la tête humérale qui va favoriser sa luxation, ainsi que
des lésions osseuses, donc le bony Bankart au niveau du bord antéro-inférieur de la glène et l'encoche de Malgaigne au niveau du bord postéro-supérieur de la tête humérale qui vont augmenter la translation antérieure de la tête humérale et donc augmenter le risque de luxation. Concernant les possibilités thérapeutiques, donc avant de rentrer un petit peu dans le détail, sachez que quand on regarde les séries dans la littérature, on retrouve que chez les rugbyman et les sports de contact, le recours à la chirurgie augmente avec le niveau sportif après un premier épisode de luxation d'épaule. En effet, en première division de rugby, on avait un recours à la chirurgie dans un tiers des cas, et seulement dans 20% des cas dans les autres divisions après un premier épisode de luxation d'épaule. Attention néanmoins, vous voyez que le cut-off qui est souvent apporté de lésions glénoïdiennes, on va dire limite où le latargia devient obligatoire, est atteint au bout de, en moyenne, 4 épisodes de luxation. Donc des récidives ne sont jamais anodines. On va commencer donc avec le traitement orthopédique. Donc le traitement orthopédique, pendant de nombreuses années, il a consisté en une immobilisation en rotation interne qui était initialement vantée pour ses mérites de cicatrisation. Aujourd'hui, on comprend bien que ce n'est pas possible de cicatriser. Et donc, malgré les recommandations de l'HAS qui recommande 3 à 6 semaines d'immobilisation en rotation interne, la démonstration scientifique, les données scientifiques ne recommandent pas plus d'une semaine d'immobilisation. Maintenant, le grand sujet qui agite un petit peu ce thème, c'est l'immobilisation en abduction-rotation externe qui a été popularisée par Itoy, qui retrouvait initialement une diminution du risque de récidive quasiment de moitié. Vous voyez, 42 contre 26%. Restaient des problématiques d'observance de cette immobilisation en rotation externe qui est souvent décrite comme inconfortable par les patients et vraiment des données de méta-analyse. Méta-analyse qui récemment a été faite dans le journal de l'ISACOS et qui retrouve effectivement des meilleurs résultats de cette immobilisation en abduction-rotation externe avec effectivement moins de récidives, un meilleur taux de retour au sport et étonnamment une meilleure compliance que l'immobilisation en rotation interne. J'attire néanmoins votre attention sur les résultats, on va dire, modérés de cette étude avec quand même 22% de récidives à 2 ans, un taux de retour au sport de 60%, c'est pas optimal, surtout chez des patients sportifs. Et d'autant plus, donc cette étude elle était menée sur des populations on va dire globales, même si souvent sportives car exposées aux luxations d'épaule. Quand on tombe dans la population qui nous intéresse ici, à savoir les sportifs on va dire contact, bien là tout de suite les résultats sont beaucoup moins bons. Vous voyez cette étude qui est sortie dans le Clinical Orthopedic Related Research, on retrouvait quand même 80% d'échecs de ce traitement orthopédique avec seulement 70% des patients qui arrivaient à retourner à leur pratique sportive et un taux de récidive de 50% de ces patients pendant la saison. Donc il y avait finalement seulement 20% des patients qui traitaient orthopédiquement arrivaient à reprendre le sport sans récidive lors de la même saison. Donc je pense que ça doit faire réfléchir. Un des problèmes de ces études, parce que je pense que ces chiffres, ils sont problématiques pour 2 raisons, parce que possiblement que cette population, effectivement, est peut-être trop à risque pour le traitement orthopédique, mais également, il y a un problème d'encadrement du retour au sport. En effet, quand vous regardez, donc 75% des études se basent uniquement sur des critères de temps pour reprendre le sport, après soit une luxation d'épaule traitée orthopédiquement, soit un traitement chirurgical d'instabilité d'épaule. Ces chiffres, pour les chirurgiens du genou, ils apparaissent risibles, c'est-à-dire qu'on sait bien aujourd'hui que les critères de retour au sport dictés par le temps, ça n'a pas de sens et il faut qu'on progresse et qu'on améliore nos critères de retour au sport. Un des critères qui était proposé, c'était la présence d'une épaule mobile et indolore,
Donc ça nous amène à peu près à 2-3 semaines en moyenne. Sauf que vous voyez que dans d'autres études, on retrouvait qu'à 6 mois d'un épisode d'instabilité d'épaule, eh bien, il y avait toujours des déficits de force manuelle malgré des mobilités normales chez les patients. Ainsi, dans cette étude qui est sortie dans, je ne sais même plus dans quoi, Epidemiology of Shoulder Instability Injuries, donc ils ont regardé donc, chez des pratiquants de sport contact au collège en Amérique, et bien on trouvait que dans ces 450 épisodes analysés, le délai de retour au sport en moyenne était de 17 jours. Donc ça c'est évidemment un facteur de risque de récidive, je pense, majeur. Donc il faut, à mon avis, avoir recours à des critères standardisés. Pour ça, à titre totalement individuel, je suis en train d'évaluer un score composite avec le Modified CK-CUES test et le CIRSI, ainsi que des tests isocinétiques. Autre possibilité, déjà publié le S-Start, qui lui n'aura pas recours aux tests isocinétiques, mais simplement à des tests avec un dynamomètre, donc probablement plus accessible. Une des possibilités qui est évoquée dans la littérature, c'est la notion d'attelle dynamique. J'attire tout de même votre attention sur le fait qu'il s'agissait de footballeurs n'ayant pas de lésions osseuses et que les gardiens étaient exclus de cette étude, donc je pense que ça ne peut pas s'appliquer à des rugbyman. On va basculer maintenant dans la chirurgie avec la chirurgie de Bankart qui considère à réattacher le labrum à la partie antéro-inférieure de la glène. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la littérature? Parce que là on trouve beaucoup de choses, donc la comparaison Bankart versus traitement orthopédique après un premier épisode de luxation d'épaule. Et qu'est-ce qu'on va retrouver? On retrouve que dans cette revue systématique et méta-analyse, on retrouvait 10 fois moins de récidives après chirurgie de stabilisation plutôt que traitement orthopédique, sans différence sur les mobilités en rotation interne ou rotation externe. Ce qu'on trouve également, c'est que le traitement chirurgical par rapport au traitement orthopédique, en plus de évidemment diminuer le risque de récidive, va nous apporter des meilleurs résultats cliniques. Donc ça c'est important, les patients auront une meilleure épaule s'ils sont opérés que s'ils sont traités orthopédiques. Et enfin, on trouvera aussi que si le Bankart est fait après le premier épisode d'instabilité d'épaule, eh bien les résultats seront meilleurs. C'est-à-dire que opérer les gens après plusieurs épisodes de luxation pour faire un Bankart, les résultats seront moins bons. Donc vous voyez, récidive 4 fois plus faible, taux de reprise chirurgicale 6 fois plus faible et des meilleurs résultats cliniques. Cette notion de devoir opérer après un premier épisode ne s'applique pas au Latarjet. C'est une étude qu'on avait fait avec Jean-David qui a été publiée dans la JSM où on ne retrouvait pas de différence en fonction du nombre de luxations. En plus de ça, certaines études suggèrent que le fait d'opérer un Bankart en aigu pourrait être bénéfique, mais ça c'est encore assez peu documenté. Un autre facteur intéressant, c'est la notion de pertinence, on va dire, économique et sociétale. Donc, c'est une étude qui a été menée en Nouvelle-Zélande avec un modèle de Markov. Donc ça c'est très intéressant. C'est en gros, on va proposer donc traitement conservateur ou traitement chirurgical et séparer les patients en fonction de leur âge et évaluer en fait le coût sociétal en gros leur histoire d'instabilité d'épaule. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve que opérer les patients après un premier épisode d'instabilité d'épaule, ça va se révéler plus économique pour la société et plus efficace chez les moins de 15 ans, hommes comme femmes, et plus économique et plus efficace chez les hommes de moins de 25 ans. Ce sera en revanche plus cher pour la société, mais plus efficace pour les patients, pour les femmes de moins de 25 ans, et pour les hommes et les femmes de plus de 25 ans, mais moins de 35 ans. Du coup, la chirurgie, ça a l'air super, mais ça reste perfectible. En effet, quand on regarde les résultats du Latarjet, qui est, comme vous le savez, la chirurgie préférée des Français, on retrouve des taux de récidive qui sont très faibles. Hein. On a, dans cette dernière série, avec tout de même plus de 200 patients, un taux de récidive à 2,5% après un Latarjet pour une épaule instable. Néanmoins, vous voyez seulement 73% de retour au sport et encore pire, 54% au même niveau. Donc pour les chirurgiens de l'épaule qui se moquaient un petit peu de l'instabilité du genou et des résultats du LCA, ça doit quand même nous attirer notre attention sur effectivement l'encadrement du retour au sport et éventuellement travailler mieux sur l'encadrement de nos sportifs qui retournent au sport.
En conclusion, quand évoquer une chirurgie pour un premier épisode d'instabilité d'épaule, eh bien je pense chez le jeune de moins de 25 ans ayant eu un véritable traumatisme avec une luxation vraie de l'épaule, encore plus s'il y a un haut niveau sportif, encore plus s'il y a un sport en armée contrée ou contact, encore plus, enfin non pas encore plus, mais ça peut être aussi une cause si vous avez une appréhension après un traitement orthopédique bien mené, ou bien si vous avez des lésions osseuses importantes dès le premier épisode. Enfin, et c'est trop peu évoqué et on doit sensibiliser nos partenaires à ça, c'est le FIFA 11 Plus Shoulder Injury Prevention Program. C'est moins populaire que le FIFA 11 Plus pour le genou, mais ça ne demande qu'à être démontré que c'est efficace et je pense que ça va être un axe de travail majeur pour le futur. C'est 20-25 minutes 3 fois par semaine, donc chez le sportif pro, je pense que c'est tout à fait accessible et ça pourra peut-être nous permettre de diminuer le risque d'instabilité initiale. Donc en conclusion, l'instabilité d'épaule, le premier épisode, c'est un traumatisme fréquent et sévère. Il faudra s'attacher à avoir un bilan radiologique et clinique approfondi. Choisissez soit une immobilisation courte en rotation interne, soit une immobilisation en rotation externe. Pensez à dépister l'appréhension et gardez bien en tête qu'il est possible d'avoir une indication chirurgicale dès le premier épisode. Voilà, je vous remercie beaucoup et je répondrai plus tard à vos questions. Je vous remercie.